le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 29e numéro, on va se plonger cette fois dans le SEO local et à mes côtés pour nous apporter toute leur lumière, ils sont trois. Jordan Faure, chef de projet SEO. Salut Jordan. Salut Kevin. David Eichelzer, directeur et fondateur de l'agence WAM. Bonjour David. Hello Kevin. Et pour ce numéro, on a la chance d'avoir un invité, Thibaut Renouf, CEO de Partout. Salut Thibaut, alors déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis écoute, je vais te laisser te présenter et nous parler un petit peu de Partout. Merci Kevin. Donc moi c'est Thibaut Renouf, comme tu l'as dit. Je suis le CEO de Partout. Concrètement Partout, nous ce qu'on permet de faire, c'est d'accompagner les points de vente qui souhaitent se rapprocher de leurs clients grâce au digital. Pour ça, on a une suite de produits. Un premier produit qui est autour de la visibilité en ligne et du référencement local, qui s'appelle le Presence Management et qui va permettre de diffuser les informations de tous les points de vente, que ce soit des indépendants ou des grands groupes comme Carrefour, Leroy Merlin ou Crédit Agricole, sur l'ensemble des sites sur lesquels les gens les cherchent. Donc ça inclut notamment Google Maps, mais aussi Facebook, Instagram, Waze, TomTom, IR, Apple Plan, etc. Une vingtaine de partenaires. On optimise le référencement local pour tous nos clients. On fait aussi des store locators, des posts Facebook, Google, etc. Ça, c'est le premier bloc. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est autour de la réputation et des messages. C'est ce qu'on appelle être choisi. Et ça a un lien fort avec le référencement local. On le verra, je pense, durant cet épisode. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de permettre à nos réseaux de points de vente clients, on en gère 200 000 points de vente un peu partout dans le monde, de collecter tous les avis qui viennent de TripAdvisor, Facebook ou Google, les centraliser, permettre à chaque point de vente d'y répondre, mais aussi collecter des nouveaux avis, répondre à ces messages qui viennent de Facebook, de Google et des autres plateformes. Donc, tout ce qui est interaction avec le client. Et on a une troisième brique qui est autour de ce qu'on appelle la transaction. Puisqu'en fait, pourquoi faire du référencement local ? C'est principalement pour faire venir les clients en point de vente ou en tout cas générer du chiffre d'affaires. Et pour ça, on a toute une partie sur maintenant la commande, le click and collect, notamment pour la restauration avec une acquisition qu'on a annoncée hier, qui est l'acquisition de la startup Pulp. Et donc c'est le troisième brique. Mais je pense que les deux premières briques sur la visibilité et la réputation seront ce qu'on abordera aujourd'hui. Et encore bienvenue à toi dans ce WAMcast en tout cas. On va commencer messieurs si vous le voulez bien. On va parler des évolutions pour le SEO local et de ce que ça implique pour les commerçants. Du coup Thibaut, que dit Google de la recherche locale et quelles sont les évolutions techniques et technologiques ? Alors la première chose, c'est que le local est devenu un sujet très très fort sur les 5 dernières années et de plus en plus de formats d'ads arrivent sur le local. Donc il y a les local service ads, les extensions de lieux qui sont déjà présentes depuis longtemps, les local campaigns, les smart campaigns. Et donc en fait, ça devient un focus très important pour Google et c'est un énorme sujet SEO de manière générale. Pour te donner une idée, sur 200 000 fiches qui sont générées par Partout, sur Google My Business notamment, il y a 40 milliards d'affichages par an. D'accord. Donc en fait, on voit des fiches toute la journée. Donc la grande tendance qu'on observe chez Partout, c'est que les gens vont un peu moins sur les sites internet et vont beaucoup plus sur les outils natifs de Google et sur les plateformes. Quand je parle de plateforme, je parle aussi de Facebook, d'Instagram ou d'Apple Plan. Et pour donner une idée, aujourd'hui, un point de vente, il génère 28 fois plus de trafic de clics ou d'appels et de demandes itinéraires via les plateformes que via son propre site web. Et ça, c'est toute la tendance qu'on appelle le no-click search. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des recherches sur Google ne génèrent pas de clics sur les sites web. C'est juste, par exemple, tu cherches la météo, il y a la météo qui s'affiche. Tu cherches un point de vente, tu veux les horaires, tu as directement les horaires qui s'affichent. Ouais. Et ça, c'est des recherches notamment sur mobile. Et donc, toutes ces évolutions assez profondes de Google poussent l'usage du local et donc un intérêt fort des enseignes et des points de vente pour s'équiper et se former à ce sujet. Justement, je rebondis Thibaut sur toutes les infos intéressantes là, que tu nous transmets. Est-ce que tu sais plus précisément, et chez Partout, la place que prennent les résultats locaux dans le parcours de recherche, la search experience des utilisateurs ? Google, à ce titre, indique que la majorité des résultats est systématiquement localisée. On avait nous-mêmes mené quelques tests utilisateurs filmés avec notre partenaire ou expérience incluant de l'eye tracking, et qui montrait que justement les résultats sont vus, lus, ils sont cliqués, mais souvent, seulement dans un contexte où tu as une intention de te rendre dans un point de vente, c'est-à-dire je sais ce que je veux et chez qui je veux, en somme. Est-ce que tu partages ce constat ? Est-ce que vous menez d'ailleurs, avec la force de frappe que vous avez maintenant, vos propres recherches sur le sujet en fait ?
Ouais, alors déjà, c'est pour prendre un exemple très concret de ce qui est en train de se passer, je pense qu'il y a 5-7 ans, quand tu tapais machine à laver sur Google, Mmh. en fait, tu avais Electrolux qui sortait. En gros, une marque de machine à laver. Aujourd'hui, tu vas avoir aussi des résultats locaux, voire encore plus des résultats locaux, surtout sur mobile. Tu vas avoir des Darty, des boulangers, et cetera. Mmh. Donc en fait, on voit bien que des recherches qui étaient avant dans des optiques de e-commerce Mmh. seulement, sont devenues des recherches qui sont avec des intentions d'achat et des parcours omnicanaux, avec Complètement. une volonté des gens d'aller dans le point de vente. Et donc Google a beaucoup fait évoluer ses algorithmes pour inclure plus de personnalisation et donc plus de géolocalisation et plus de résultats locaux. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'environ 50% des recherches ont une dimension locale, mais quand je recherche machine à laver, en fait, il y a pas de dimension locale, mais Google va l'intégrer dans Mmh. sa recherche. Donc finalement, la dimension locale, elle est intégrée dans n'importe quelle recherche. OK. Nous, ce qu'on voit, c'est on traque le nombre d'affichages, c'est-à-dire le nombre de fois où une fiche est vue sur Google, mais aussi le nombre de clics, d'appels, de demandes d'itinéraire, et cetera. Et naturellement, sans optimisation, on a une augmentation de 20% par an. Alors avec des optimisations, on peut avoir des augmentations de 40%, Bien 50, sûr. 70% par an. Et donc ça, c'est une tendance qu'on voit depuis 5-6 ans, qui est juste que naturellement, Google nous montre plus de fiches de résultats locaux sur des requêtes qui n'ont pourtant pas tant changé que ça. Mmh. Et donc ça veut dire que, voilà, machine à laver, bah, maintenant j'ai des résultats, locaux alors qu'avant j'avais que du Google Shopping, quoi. Super intéressant. D'ailleurs, Thibaut, la recherche locale, ça se limite pas seulement aux moteurs de recherche comme Google ou Bing, par exemple. Ouais, alors, bah, il y a une histoire dans Partout, donc nous, ça fait 8 ans qu'on existe. Quand ça s'est créé Partout, pour vous dire la vérité, il n'y avait pas de Google My Business, même si maintenant ça s'appelle même Google Business Profile. Oui. Et les débuts, c'était 118 000, 118 712, 118 218. Ensuite, donc ça, c'est vraiment, ça peut paraître un peu loin, mais en fait, il y a plein de GPS qui sont émergés, des GPS embarqués ensuite, comme Waze, Apple, Ear, TomTom. Et les réseaux sociaux sont devenus aussi des points où il pouvait y avoir de la recherche. On a pensé à Foursquare qui est en phase un peu déclinante, on C'est l'a vrai. vu, mais maintenant il y a l'Instamap qui a été lancé en Australie et la SnapMap, suite au rachat de Zenly par Snapchat, qui est en phase de croissance. Et pour donner un exemple qui montre qu'il y a des nouveaux acteurs, en plus des moteurs de recherche comme Google et Bing, l'arrivée de WhatsApp sur ce sujet est assez marquante, puisque Mark Zuckerberg au Brésil a annoncé là il y a quelques mois Mmh. qu'il voulait faire de WhatsApp le nouveau page jaune. Donc page jaune, vous connaissez, c'est un peu l'historique Eh oui. sur le marché. Et en fait, WhatsApp, via son interface de messagerie au Brésil, est beaucoup utilisé pour les business. Et donc l'idée de Mark Zuckerberg, c'est d'utiliser cette interface de messagerie pour ensuite faire une carte et donc faire du référencement local. Et après, il y a plein d'autres acteurs. Il y a Huawei en Chine, il y a Mmh. Yandex en Russie. Et demain, pourquoi pas, des acteurs comme TikTok, comme LinkedIn. Donc oui, clairement, la recherche locale, elle concerne toutes les plateformes et pas seulement Google et Bing. Ben voilà, donc la proposition de Partout va beaucoup plus loin. Vous arrivez avec les API, etc., comme vous le faites déjà pour Google, à proposer une plateforme qui se plug, si j'ose dire, vers toutes ces plateformes-là que tu nommes. Ouais, exactement. En fait, la première proposition de valeur, j'expliquais en intro, Mhm. c'est ce qu'on appelle la multidiffusion. C'est-à-dire qu'en fait, on va se connecter à Waze ou à Apple, par exemple, pour citer des exemples concrets, via des API qui ne sont pas forcément disponibles pour les enseignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux mettre à jour mes données sur Apple, bah, c'est sur Apple Plan, hein, qui est quand même la troisième application la plus utilisée sur les iPhones, et il y en a 16 millions en France. Donc il y a vraiment des gens qui utilisent Apple Plan, peut-être pas tout le Mhm. monde, mais beaucoup. Et donc je dois mettre à jour mes informations là-dedans. Je peux pas le faire directement moi-même. Et donc, nous, on va avoir des accords avec chacune de ces plateformes, même avec des accords avec IR, qui est des GPS embarqués de 85% des voitures. Et ça va permettre justement de multidiffuser. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de rentrer mon information dans Google, puis dans Facebook, puis dans ma base de données interne, etc. Imaginons, j'ai un point de vente qui veut changer ses informations. Avant, je changeais mes informations, j'envoyais un mail au central. Le central, et ils avaient des équipes qui le rentraient dans chaque plateforme. Mhm. Et ils en oubliaient beaucoup. Et ça avait un impact négatif très fort en termes de SEO local, puisque quand les informations sont différentes d'une plateforme à une autre, Google va le repérer. Même sur des sites comme Foursquare. Si vous avez des horaires différents sur Foursquare, sur Waze, sur Apple et sur Google, ce qu'on appelle NAP consistency, c'est-à-dire Mhm. l'uniformité de ces données, pose un problème de SEO local. Alors c'est très technique, hein, on ne pourra pas en parler pendant des heures, mais il y a beaucoup de compétences derrière
qui valorise en fait cet accompagnement de partout auprès des enseignes et beaucoup d'éducation sur ces sujets un peu complexes. Bien sûr. Et bon, on peut dire, on le comprend à travers tout ce que tu nous dis, que vous n'êtes pas Google dépendant. J'imagine, et tu l'as dit, Google est quand même majoritairement la destination de tout ce travail local. Mais est-ce que tu as des plateformes que tu vois monter particulièrement plus vite que d'autres? T'en as cité un certain nombre. Est-ce que tu vois vraiment des choses arriver là? En fait, ce qu'on voit dans le référencement local, c'est qu'il n'y a pas que seulement la partie GPS. Il y a aussi la partie réputation. Donc là, Apple a lancé il n'y a pas longtemps son propre outil de dépôt d'avis. Il va y avoir Facebook qui était en force sur la partie messagerie, notamment avec WhatsApp, Insta et Facebook. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que toutes les apps, enfin toutes les plateformes, les GAFA et les autres, essayent de devenir un peu le WeChat, c'est-à-dire la Oui. plateforme unique qui fait tout. C'est ça. Et donc ça veut dire que Facebook n'a pas d'autre choix que de se positionner sur le sujet des GPS. Et Apple n'a pas d'autre choix que d'investir dans Apple Plan. Parce que sinon, il va être obligé d'utiliser les données de Google. Et ça, Apple n'a aucun intérêt à le faire. Donc en fait, tant qu'il y aura cette guerre, et tant qu'il n'y aura pas un monopole d'un des GAFA sur tout le référencement des points de vente, en fait, partout aura du sens. Et en plus, avec les nouveaux acteurs qui montent, type TikTok ou Snapchat, qui s'intéressent au local, ça nous laisse de belles perspectives de croissance pour la suite. Thibaut, quelle est la place de la recherche locale en France comparée au reste du monde? Et puis, je fais une deuxième question dans la foulée. Par rapport à ta réponse, quels sont les enjeux pour les commerçants par rapport à ça? Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. En fait, donc chaque pays a des acteurs historiques locaux. Donc, Yandex en Russie ou Beidou en Chine. Mais de manière générale, partout dans le monde, il y a de la recherche locale. Et partout dans le monde, il y a des réponses qui sont différentes. Google a une place très, très forte. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans chaque pays, il y a une différence entre la maturité des gens et la maturité des points de vente et des enseignes. Donc, par exemple, nous, on est présent au Brésil depuis quelques années. Ce qu'on voit, c'est que les comportements sont limite plus en avance au niveau des utilisateurs. C'est-à-dire que les gens laissent plus d'avis, utilisent plus WhatsApp, utilisent plus Google que la France. Mais les enseignes ont un retard. Donc, ce qu'on voit au niveau monde, c'est que tous les usagers avancent dans un sens qui est commun, c'est-à-dire rechercher des points de vente avant de s'y rendre. En plus, le Covid a alimenté toutes ces pratiques. Oui. J'ai envie de savoir si c'est fermé ou si c'est ouvert avant de m'y rendre. Et par contre, les enseignes mettent plus de temps. Nous, on est présent en Inde. Clairement, la donnée en Inde, elle est beaucoup moins qualitative que la donnée aux États-Unis en termes de points de vente. Et donc, ça crée des écarts et donc aussi des opportunités. Quels sont les enjeux pour les points de vente? En fait, pour un schéma très très simple à retenir, c'est que peu importe l'outil sur lequel les gens vont chercher, il y a 3 types de recherche locale. Il y a un premier type de recherche locale, que vous soyez sur Waze ou Facebook ou Google, qui s'appelle la recherche directe. Une recherche directe, c'est je cherche le Burger King, je sais pas, de Wagram. Et donc, je sais déjà où je veux aller, c'est juste pour faire une demande d'itinéraire. Donc, il n'y a pas d'enjeu de concurrence. Le deuxième, vous l'avez déjà fait, c'est je cherche un McDo sur la route et je ne sais pas lequel je veux prendre. Donc, je cherche juste autour de moi. C'est ce qu'on appelle une recherche marque. Vous cherchez un Leroy Merlin ou un Castorama. Et en fait, il y a un troisième type de recherche, et c'est là que ça va intéresser tous les points de vente et les enseignes. C'est ce qu'on appelle les recherches découvertes. Et découverte, c'est ce qu'on appelle aussi chez Partout les recherches concurrentielles. C'est là où l'internaute va chercher un service, une activité type restaurant ou coiffeur ou supermarché. Et là, il n'y a pas d'intention d'une marque ni d'un point de vente spécifiquement. Ce que je cherche, c'est la proximité et surtout ce qu'on appelle la prominence, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à ma recherche. Donc, si je cherche un bar qui fait des bons cocktails avec rooftop, toutes ces données, on va pouvoir les renseigner dans Google My Business ou les autres plateformes pour permettre de remonter. Et l'enjeu, pourquoi les recherches découvertes, c'est un enjeu capital pour toutes les marques, pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est un volume énorme. On en parlait, c'est 40 milliards d'affichages rien que pour les fiches que nous, on gère. Et le deuxième, c'est que ces recherches découvertes, elles représentent 50% des recherches. C'est-à-dire que les gens qui vont dans un Burger King ou dans un restaurant, dans 50% des cas, en moyenne, ils ne souhaitaient pas forcément aller dans ce restaurant en particulier. Donc il y a 50% du chiffre d'affaires d'un point de vente, en moyenne, qui n'est pas lié à sa notoriété, mais qui est lié à sa recherche en ligne
pour des gens qui ne le connaissent pas. Ce qui correspond un peu à la partie informationnelle dans le SEO plus classique quand même. Ok. Je voulais intervenir sur un des points aussi qu'on a rapidement mentionné, sont les avis, la réputation finalement qu'on voit clairement dans ces espaces. On sait que c'est le facteur clé de succès numéro 1 pour être visible en local. Si je prends ne serait-ce que Google My Profile, c'est aussi le plus dur à obtenir. Voilà, donc le volume, la qualité, réponse aux interventions des utilisateurs. Quel est le constat de partout sur ce point des avis? Et là aussi, est-ce que vous faites vos propres études sur le sujet? Et comment partout peut aider les marques sur ce point? Parce que la vraie difficulté, c'est d'obtenir plus d'avis et des avis pertinents, quoi. Pour simplifier énormément, pourquoi je remonte ou je remonte pas sur Google, par exemple? C'est-à-dire que si je tape coiffeur, pourquoi mon coiffeur ne va pas remonter ou va remonter? Il y a 4 raisons. La première, c'est la distance qui me sépare du point de vente quand je fais la recherche. La deuxième, c'est la donnée, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien mis toutes mes informations, est-ce que j'ai des photos, etc. La troisième, c'est les optimisations, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien mis plein de catégories, plein d'attributs. Et la dernière, c'est la réputation. Et on dit que c'est la dernière, mais c'est le facteur montant sur les 5 dernières années. C'est-à-dire que si vous tapez pizzeria là, sur Google maintenant, vous verrez que toutes les pizzerias qui remontent dans les premières, c'est des pizzerias qui sont bien notées, qui ont beaucoup d'avis et qui ont des réponses. Donc, très concrètement, aujourd'hui, il y a plus de 20% du référencement local qui est lié aux avis et c'est en constante augmentation. Et côté avis, pour simplifier, il y a 2 choses à regarder. La première chose, c'est côté client, c'est-à-dire quelles sont mes notes, quel est mon nombre d'avis, quels sont les termes utilisés. Oui. Donc ça, c'est vraiment, je vais essayer d'avoir les meilleurs avis, etc. Et côté traitement, c'est la rapidité à laquelle je réponds, mon taux de réponse, les mots-clés dans les réponses. Donc on voit bien qu'il y a 2 efforts, un qui est sur récolter des avis et 2 qui est les traiter. Si la question, elle est comment partout accompagner. Donc nous, ce qu'on permet de faire, c'est tout simplement via une app mobile ou une app desktop, de centraliser tous les avis pour permettre à chaque point de vente de répondre rapidement. Ça, c'est déjà un premier point qui est un facteur SEO. Au-delà d'être un facteur de relation client, c'est aussi un facteur de référencement local. Ensuite, une fois qu'on a répondu à tous ces avis, qu'on a mis des mots-clés, qu'on a travaillé tout ça, c'est vrai que la question, comme tu disais, c'est comment je fais pour en avoir plus. Là, il y a énormément de manières d'accompagner le client. Nous, ce qu'on fait, c'est on a mis des QR codes en point de vente. On va aussi, pour récolter des avis, on va aussi envoyer des SMS. Donc, par exemple, on a un client qui s'appelle Vital Dent en Espagne. Tous les dentistes du réseau, donc des centaines et des centaines de dentistes, demandent à chaque fois est-ce que je peux vous envoyer un texto, donc c'est automatisé, pour récupérer un avis sur Google. Oui, et ils ont les meilleures notes de tous les dentistes en Espagne. Et maintenant, leur pub télé, leur spot, ils disent faites confiance à la marque numéro 1 des avis sur Google. Et c'est devenu un point de différenciation qui est tellement puissant qu'ils en font des spots télé. Et le troisième point qui est hyper important, c'est que les avis, c'est pas seulement un peu la poudre aux yeux, c'est un réel levier d'amélioration continue. C'est-à-dire que si demain vous recevez un avis et que vous dites ce dentiste il est pas sympa, il est pas poli, c'est crade, mais en fait vous allez être touché personnellement dans votre vécu de responsable de point de vente et vous allez améliorer. Donc nous, ce qu'on prône de plus en plus, c'est la décentralisation de la gestion des avis, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enseignes en France. Je dirais que c'est 30% des enseignes qui localisent. On va avoir des enseignes comme Etam, comme le Roi Merlin ou comme les pharmacies Giffard. Et on a 1300 pharmacies qui ont toute la journée des avis auxquels ils vont répondre. Et ils vont ensuite pouvoir demander à leurs clients, alors ça peut se faire à l'oral, même plus besoin de technologie, est-ce que vous pouvez laisser un avis? Ça se fait de plus en plus. Et c'est assez fou parce qu'il y a plus de 60% des gens qui acceptent de laisser un avis quand c'est demandé. Donc il y a vraiment cette logique un peu d'amélioration continue. C'est très bénéfique. Il ne faut pas voir les avis comme quelque chose sur lequel il faut lutter. Au contraire, il faut voir ça comme une chance de recevoir des feedbacks. Tu fais bien de le rappeler, effectivement. Et on voit plus largement, nous, sur la partie SEO aussi, donc algorithmique de Google au sens large, que là, il y a eu les dernières mises à jour, c'était Product Review. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des avis plutôt neutres. Quand je dis neutre, en tout cas, qui soient construits de façon juste, avec la thèse, l'antithèse, que ce soit argumenté. Et voilà, sur le local, c'est peut-être pas encore aussi développé, mais on voit bien qu'il y a une nécessité d'être un petit peu plus, plus profond, plus approfondi, en tout cas, quand on prend la parole. Si on poursuit sur les facteurs clés de succès du local, est-ce que vous proposez
au-delà de toutes les fonctionnalités de la plateforme, hein, c'est très riche tout ce que tu nous dis là, c'est excellent. Est-ce que vous proposez des tactiques à vos clients ou vous vous arrêtez là? Voilà, on entendra des choses aussi avec Jordan tout à l'heure, qui lui est chef de projet. Qu'est-ce que vous proposez au niveau tactique? Est-ce que vous allez Alors, stimuler un peu les clients là? ouais, nous, c'est vraiment la force de partout. En gros, on gère 500 enseignes de toute taille et des milliers de points de vente indépendants. Donc, en fait, on a, pour donner un exemple qui parle, on a 4000 slides PowerPoint de tactiques. Ah oui. Donc, on a des tactiques par secteur. On a un logiciel. Quand on rencontre quelqu'un, on va chercher dans ce logiciel les 1 ou 10 des 4000 slides. Donc, on va dire, tu vas rencontrer quelqu'un en maison de retraite, des maisons de retraite qui souhaitent améliorer leur référencement local. Et ben, on a des exemples, des use cases, des attributs qu'il faut mettre, etc., etc. Et ensuite, on fait même des analyses comparatives, c'est-à-dire qu'on a des études qui classent les supermarchés, les maisons de retraite, les crèches ou les restaurants. On peut leur dire quel est le nombre d'avis moyen, la note moyenne, et leur donner toutes les bonnes pratiques qu'on met en place. Et pour être encore plus concret, c'est mes équipes et moi beaucoup aussi qui forment les équipes Google à Google My Business, non pas seulement en France, mais aussi au Brésil, au Mexique, en Arabie Saoudite, en Espagne, en Europe de l'Est. C'est-à-dire que les équipes Google, qui sont souvent des industry managers, donc c'est-à-dire qui forment de l'ADS principalement, ont besoin de cette connaissance sur Google My Business, et c'est partout qu'ils les forment. Donc, en toute honnêteté, je pense qu'avec l'air, on a 350 employés qui font que ces sujets-là toute la journée. Oui. Je pense qu'on est au monde, on doit être les plus connaisseurs de Google My Business à l'heure actuelle. Il y a des sociétés qui font ça aux États-Unis, etc. Mais vraiment, on a vraiment accès sur les tactiques, sur les bonnes pratiques. Avec tous les clients que vous avez, c'est clair, vous avez, et puis toutes les plateformes, vous avez une transversalité qui est unique, ouais, je comprends. Je rebondis sur la question que tu viens de poser à Thibaut, justement, tu lui demandais ses tactiques. Toi, tu en avais en tête, justement Oui, alors soit des choses que l'on pratique, mais de temps en temps, on traverse l'Atlantique ou la Manche pour aller s'informer sur ce qui se fait aussi. Les US, par exemple, c'est un terrain de jeu pour le local qui est hyper intéressant à regarder parce que tout est beaucoup plus dense, les villes sont énormes, donc le local, les tactiques du local sont beaucoup plus répandues. Et ce qu'on y voit, effectivement, c'est au-delà de ce que nous dit Thibaut sur les plateformes type MyProfile, c'est sur le site même de la marque, voilà, c'est de proposer carrément de la rédaction d'articles de blog autour des actualités, des activités ou d'événements locaux. C'est aussi une manière d'être plus robuste et de mieux ressortir dans les résultats classiques, comme le disait Thibaut, puisque la majorité est localisée. Créer par exemple des vidéos. Alors aux États-Unis, il y a beaucoup de caritatifs et de prise de participation concrète des entreprises dans les associations locales. C'est de faire des vidéos et de dire je les soutiens autour de moi. On est un acteur qui est engagé dans son écosystème. Et puis proposer des pages web spécifiques sur un emplacement spécifique de notre site avec des contenus locaux de haute qualité qui fait la différence dans ta région, dans ta ville. On voit que c'est beaucoup plus développé et je pense qu'on a de la graine à prendre de là-bas. Voilà. Jordan, je me tourne enfin vers toi. Je crois que depuis quelque temps, tu accompagnes Proxy Total Energy sur des problématiques liées au local, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais ? Effectivement, avec Proxy Total Energy, nous avons engagé des actions sur leur fiche Google Profit Business. Mais avant de vous parler de tous ces résultats, je vais commencer par vous présenter très brièvement qui est Proxy Total Energy, pour que vous ayez vraiment le contexte. Et ensuite, je vous parlerai plutôt des différentes étapes que nous avons eues dans notre accompagnement. Donc, Proxy Total Energy, c'est une filiale de Total Energy qui s'adresse aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Il commercialise différents types d'énergie, donc il y a du bois, du fuel, du solaire, des carburants, de l'AdBlue, du GNR, etc. Et pour ce faire, PTE, alors Proxy Total Energy, dispose d'environ 200 distributeurs, enfin agences pour distribuer ces énergies, qui sont réparties partout en France. Et du coup, ils ont autant de fiches Google My Business. Et voilà, on a eu vraiment un point d'attention pour faire un accompagnement sur ce sujet-là. Et du coup, concrètement, quelles ont été les différentes étapes de cet accompagnement ? Alors la première étape, c'était de faire un audit de l'ensemble des fiches. Alors pour ce faire, en fait, j'ai exporté toutes les données. Je les ai fusionnées en un seul fichier.
ce qui m'a permis de récupérer les informations importantes de ces fiches, donc c'est-à-dire les titres, les adresses, les descriptions, les catégories, les attributs, les horaires d'ouverture, etc. J'en passe. Toutes ces informations-là, elles sont vraiment importantes et je les ai surtout redonnées derrière à Proxy Total Energy pour qu'ils puissent en fait évaluer vraiment où ils en étaient aujourd'hui. Donc ils ont pu regarder est-ce que les agences étaient toujours ouvertes, est-ce que les informations présentes sont correctes, est-ce que les horaires sont corrects, est-ce que les produits qui sont mis en avant dans les fiches sont toujours distribués ou pas. Donc tout ça, ça permettait vraiment de faire une mise à jour de leurs fiches. Ensuite, la deuxième partie de l'audit, elle servait plutôt à connaître la visibilité de ces fiches. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a différents facteurs qui font qu'une fiche peut être visible dans le local pack ou non, notamment la distance par rapport au point de vente. Et du coup, je me suis servi d'un outil qui s'appelle Local Falcon, qui est un outil qui permet de simuler des points GPS en fait sur une carte à partir d'une adresse. Donc on met l'adresse en fait de notre point de vente et ensuite on va pouvoir définir une zone de recherche. Donc cette zone de recherche, elle peut être de 5, 10, 50 km autour de ce point de vente et l'outil va placer en fait des points GPS à différents endroits. Donc c'est à nous de définir dans l'outil, ce qui va nous permettre en fait derrière de connaître notre visibilité en fonction de différentes requêtes qui vont être utilisées. Donc moi, j'ai utilisé des requêtes qui sont plutôt proches des produits proposés par Proxy Total Energy. Donc je suis allé sur le fuel, sur le bois, les pellets, etc. pour essayer vraiment d'avoir une vision de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ouais. Et du coup, les premiers résultats que j'ai pu remonter, c'est que sur la partie fuel, qui était plutôt historiquement bien gérée par ces filiales, on était plutôt bien positionné. Mais par contre, sur les autres types d'énergie, là, pour le coup, on était vraiment invisible. On n'était pas dans les 3 résultats du local pack. Et même après, quand on a regardé dans les 20 résultats sur Maps, on n'y était pas non plus. Et donc des enseignements quand même plutôt importants, plutôt intéressants. Donc ça, c'était la première étape. Du coup, la deuxième alors. La deuxième, c'était d'effectuer un benchmark des fiches des concurrents. Donc pour ça, je me suis toujours servi de Local Falcon qui, en fait, pour chacun des tests que je faisais, me disait quels étaient les concurrents qui remontaient le plus souvent sur mes requêtes en fonction de la distance par rapport à mon point de vente. Et ça, du coup, ça m'a permis derrière d'aller un peu espionner ces concurrents, aller voir comment sont remplies leurs fiches, est-ce qu'elles sont remplies au maximum, quelles sont les catégories, les attributs qui sont utilisés, est-ce qu'ils mettent en avant des produits, est-ce qu'ils font des Google Posts ou non, à quelle fréquence, est-ce qu'ils répondent aux avis, oui, non, pas du tout. Donc ces différents éléments, ils m'ont permis en fait de derrière créer une stratégie. Ce qui va nous amener en fait à notre troisième étape, qui est la mise en commun de toutes ces informations et l'import dans la plateforme de partout. D'accord. Bon, déjà, merci pour toutes les explications et toutes ces étapes que tu as mis en place. Est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner maintenant ? Je vais te faire patienter un tout petit peu. Fais du teasing. J'aime beaucoup faire du teasing. Mais je vais juste faire un rappel de l'état de nos fiches juste avant qu'on fasse l'import de nos mises à jour sur partout. C'est que sur les fiches, on avait vraiment des informations de base. Donc on avait une seule catégorie par fiche. On avait les nappes, donc le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et les horaires qui étaient vraiment de base. Et du coup, avec la mise à jour, quand on a fait l'import dans partout, on a mis à jour ces données. Donc on a ajouté de nombreuses catégories. On a mis à jour l'ensemble des nappes. On a mis à jour les horaires et voilà, c'était vraiment une mise à jour de nos fiches. Okay. Thibaut, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de la fonctionnalité de presence management proposée par Partout ? Alors la fonctionnalité de presence management, c'est donc ce qu'on disait, c'était la multidiffusion des informations sur un ensemble de plateformes. Donc l'idée là, c'est vraiment d'aller sur chaque plateforme qui a déjà créé en fait des fiches, c'est-à-dire qu'il y a déjà des fiches qui existent sur 118 000, sur juste à côté, et qui ont un impact négatif sur le SEO quand les données ne sont pas à jour, ce qui était dit sur les nappes. En fait, nous, ce qu'on va permettre, c'est d'uniformiser tout ça en diffusant la bonne information. Et on va aussi permettre de charger typiquement tout ce qui est attributs, etc., dans la plateforme Partout pour centraliser. Et ensuite, ça peut être bien sûr connecté à plein d'autres systèmes. Donc, ça peut être connecté à un store locator, ça peut être connecté aussi en interne. On a déjà eu des chatbots connectés ou des ERP, etc. Donc, vraiment, la logique du presence management, c'est aller chercher la donnée la plus qualitative possible via notre interface et la diffuser sur le maximum de plateformes, incluant les plateformes internes du client.
Et Thibaut, pour rebondir sur le presence management, tu nous listais toutes les plateformes en place pour une visibilité locale. Est-ce que vous êtes déjà penché sur le gain de temps? C'est un peu la question à 10 €. Hein. Le gain de temps que générait une solution comme partout pour les marketeurs. Parce que si tu as des centaines de points de vente sur toutes les plateformes, ça me paraît assez monstrueux. Vous êtes déjà amusé à faire ça? Alors, on l'a fait sur certains clients. Ouais. En fait, ce qu'on demande, c'est quoi le process qu'ils utilisent. Et souvent, ce process, il est très, très, très chronophage. Parce qu'en fait, on avait la Fnac, ils avaient 3 ou 4 personnes. Alors là, je parle même pour les jours fériés. Imaginons un King Jouet ou un Fnac sur les jours fériés, ils ne savent pas s'ils sont ouverts. Donc, ils faisaient remonter par mail pour chaque spécificité. Les gens ils leur écrivaient: Ah, il faut changer mon numéro de téléphone. Ah, il faut Bah le oui. faire. Donc, déjà, la remontée d'informations, elle était chronophage, mais très, très, très chronophage. Une fois qu'il y avait cette remontée d'informations, ils prenaient chaque information et ils la nettoyaient. Ou ils demandaient: Ah, j'ai pas compris, tu as écrit que tu étais ouvert jusqu'à 17 h, mais machin. Et donc, il y avait vraiment des échanges. Et ensuite, ils prenaient cette information, ils devaient la formater de différentes manières. Quand ils la rentraient dans leur CRM, enfin dans leur ERP, pour le Store Locator, ils la formaté d'une manière. Ensuite, ils la formaté d'une autre manière pour le mettre dans Facebook. Ensuite, d'une autre manière sur Google, etc., etc. Et donc, cette vraie complexité faisait qu'à la fin, ils avaient des équipes entières là-dessus. Donc, ce qu'on regardait, c'est plutôt le nombre de TP pour le faire. Et nous, ce qu'on leur disait, toutes ces personnes, il vaut mieux qu'elles se focalisent sur l'e-réputation, qui demande peut-être plus d'intelligence que de mettre à jour manuellement. Donc, l'idée, c'était vraiment de me créer des API. Et pour donner des exemples très concrets, on a déjà eu la récupération des fiches Google My Business est un process qui peut paraître complexe et qui l'est. La récupération des doublons aussi sur Google My Business, on n'en a pas parlé, mais c'est un impact très négatif sur le SEO. Bien sûr. Donc, on va faire des cleans de doublons. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont recruté 2 stagiaires à temps plein sur des réseaux de 500 points de vente. Et les stagiaires, leur rôle, c'était de chercher les doublons et pendant 6 mois, de fusionner les fiches, d'essayer de les récupérer par envoi de code postal à chacun. Enfin, voilà, tout ça qui peut être bien sûr automatisé et fait en 3 jours. Donc, c'est très dommage de recruter 2 stagiaires à temps plein On est bien d'accord. pour un truc qui se fait littéralement en 3 jours. C'est le nouveau sans stage parler- photocopieuse. Voilà, et voilà, en fait, aujourd'hui, il existe des solutions comme le presence management. Et encore une fois, les aspects coûts, c'est une partie, mais les aspects ensuite revenus, ça en est une autre. Bien Je sûr. pense que ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Jordan, je t'ai pas oublié, je reviens vers toi. Les chiffres. Sans vouloir te commander, est-ce qu'on peut avoir des chiffres maintenant peut-être? Bon, ok, j'y arrive, Kevin. Vraiment parce que je t'aime bien. Les premiers résultats du coup que j'ai pu remonter, ils sont arrivés au final très vite. Je m'y attendais pas aussi vite. C'est 2 semaines après la mise à jour de nos fiches. On a constaté une hausse de 61% des vues, de 70% des recherches et de 12% des actions. Donc ce qui est intéressant, surtout dans ces chiffres-là, c'est la part des recherches découvertes qui ont vraiment le plus augmenté, et c'est celles qui nous intéressent le plus. Dans notre cas, plutôt des mots-clés du type fuel plus ville ou Pelé près de chez moi, ce genre de requêtes-là. Ce que nous expliquait C'est Thibaut tout à exactement l'heure. ce que ouais, nous ouais. expliquait Thibaut. Et c'est vraiment ces requêtes-là que nous, on vise. Et du coup, les autres résultats, c'était qu'un mois après la mise à jour de nos fiches, j'ai relancé un audit avec notre outil Local Falcon pour me rendre compte que ce comportement, en fait, il avait une raison. C'est que notre visibilité dans les local packs s'est vraiment améliorée sur l'ensemble des requêtes qu'on avait ciblées. Donc quand on regardait nos requêtes sur le fuel, sur le pellet ou d'autres types d'énergie sur lesquels on n'était pas du tout visible, et maintenant on arrive la majorité du temps à être dans les 3 résultats du local pack. Ce qui fait qu'en fait nos résultats ont vraiment augmenté rapidement. Après, je vous fais une avance rapide. Voilà, on part 8 mois plus tard. Et là-dessus, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une comparaison par rapport à N-1, donc par rapport à l'année dernière. Et là-dessus, on constate des hausses au niveau des vues. Donc, on fait plus 150% au niveau des vues, plus 176% au niveau des recherches. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on fait plus 226% au niveau des recherches découvertes. Donc, ce que j'expliquais juste avant. On a aussi une augmentation au niveau des actions, notamment plus 118% des visites vers notre site internet. Donc ça aussi, c'est vraiment des points qui sont vraiment intéressants. Alors, juste pour vous dire que ces chiffres, ils sont quand même un peu à nuancer parce que, comme on le sait tous en suivant l'actualité, tout ce qui est autour des énergies, en ce moment, il y a beaucoup de débats, beaucoup de recherches, ce qui fait que forcément, ça a un impact dans les résultats que je vous ai remontés juste avant parce que, y a beaucoup plus de recherches sur ce type d'énergie.
Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer? Alors oui, j'ai surtout un conseil qui est la sensibilisation en fait, des personnes avec qui vous allez travailler, les personnes à qui vous allez demander des informations pour compléter vos fiches. Parce que souvent, alors notamment quand on est sur des gros réseaux, il y en a une personne, ça peut être un chef de réseau ou autre, qui a énormément de choses à faire. Et quand on va lui dire, est-ce que tu peux m'envoyer des photos de ton agence? Est-ce que tu peux répondre aux avis? Est-ce que tu peux me dire si les horaires sont justes ou pas? La plupart du temps, il va un peu mettre ce mail de côté il va faire autre chose parce qu'il a d'autres priorités. Et le fait de vraiment sensibiliser ces personnes-là, c'est qu'ils vont comprendre l'intérêt. Pourquoi on leur pose ces questions-là? Pourquoi on leur demande du temps pour nous donner ces informations? Et c'est vraiment cette priorité-là, sensibiliser pour que les personnes elles aient vraiment la compréhension de pourquoi on demande ces informations. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ce retour d'expérience, même si tu t'es un peu fait désirer pour les chiffres. tu es tout pardonné. Maintenant, j'aimerais ouvrir un petit peu le sujet en regardant à l'horizon de 2022, même si l'année a déjà bien commencé, et puis même plus loin, 2023, etc. On avait abordé dans ce Wamcast un certain nombre de nouveautés qui concernent notamment le local. C'était lors de l'émission sur le Search On 2021, le Wamcast numéro 26, si vous voulez aller écouter tout ça. Pour rappel, le Search On, c'est la grande messe du search chaque année à l'automne. Et David, toi, tu voulais aborder 2 de ces nouveautés. Ouais, tout à fait. Lors du Search On 2021, Google a annoncé quelques belles choses du côté local, comme l'affichage de produits disponibles près de chez vous, en connectant, finalement, on connecte au stock. Google se connecte au stock des marchands à proximité. Et si tu cherches casque de vélo, tu as les marchands de proximité avec voilà tel casque, des avis, des prix et surtout le stock. Ça, c'est super intéressant. Ou encore l'affichage d'offres spéciales dans les commerces de proximité à partir d'une recherche produit. Est-ce que justement, Thibaut, au niveau de partout, vous avez des infos sur le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités qui, à mon humble avis, vont sérieusement accélérer le business pour les marchands locaux et évidemment mieux satisfaire les utilisateurs? Et comment partout s'y prépare à toutes ces nouveautés? C'est marrant parce que j'ai discuté avec des personnes de Google France de ces sujets il y a quelques jours. Il y a des alors je sais pas à quel point c'est confidentiel pour le moment, mais il y a des rumeurs de rapprochement entre le Merchant Center et Google My Business. On verra ce que ça donne, mais ce serait assez marquant, je pense, Ouais, tout à fait. qu'ils fassent ça. Je pense que le rachat de Pointy, alors je sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Non. Pointy, c'est une start-up qui a été rachetée par Google il y a quelques mois, quelques années max, qui permet aux petits commerçants de flasher les produits et avoir en temps réel les stocks. Donc, ce dont tu parles, à savoir le rapprochement entre la notion de point de vente et la notion de produit via la notion intermédiaire que sont les stocks, et à mon avis, les changements qui vont marquer les prochaines années. Et nous, pour être totalement franc, c'est des sujets qu'on regarde avec énormément d'intérêt. Il y avait déjà les local inventory ads qui avaient un peu donné le ton pour les grands comptes. Je pense que c'est quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Et nous, on parle avec beaucoup d'acteurs pour justement réfléchir à ça, être accompagné aussi par des experts comme vous et un peu faire parler tout le monde. Ça, c'est un des exemples, je pense, des grosses nouveautés. Et après, il y a d'autres nouveautés comme les messages ou autres sur lesquels on se prépare beaucoup. Nous, notre credo et une des valeurs clés chez Partout, c'est la curiosité. C'est pour ça qu'on adore parler à plein de gens sur ces sujets et donc on s'y prépare aussi en étant curieux. Justement, David, je crois, ça tombe bien, tu fais une parfaite transition. Absolument. Je crois que tu avais justement une question sur ces fameux messages en temps réel. Ouais, l'autre nouveauté hyper intéressante, c'était effectivement, ce sont les messages en temps réel disponibles sur MyProfile depuis quelques mois maintenant. Jordan m'avait passé un chiffre assez intéressant. Une étude de Verine.com expliquait justement, faisait un constat intéressant. 76% des internautes préfèrent échanger des messages en ligne avec un point de vente plutôt que de passer par des canaux traditionnels comme l'email ou le téléphone. Je trouve cette intégration des messages hyper intéressante. C'est hyper pertinent et le chiffre, a priori, parle de lui-même. Comment vous gérez ça avec Partout ? Est-ce que tu as des exemples d'utilisation et surtout, est-ce que ça booste le business ? Alors, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, Google Business Message a été lancé. Nous, on était un peu prévenus en avance. Donc, on avait commencé, je pense que ça fait 6 mois, 9 mois qu'on travaille dessus. Ça a été lancé opérationnellement au sein de la plateforme Partout
en janvier. Donc on a lancé en ce qu'on appelle un soft launch, donc auprès de nos clients, etc. Puis ensuite, on a commencé à en parler à nos prospects. Plus de 50% de nos rendez-vous commerciaux, c'est sur ce sujet-là. Donc il y a un intérêt assez fou. On a fait un webinar, il y avait plus de 600 inscrits, grands comptes, donc tout secteur, du Renault, du Orange, de tous les grands comptes qui se posent des questions sur ces messages. Donc on a énormément de clients qui ont signé, que ce soit des dentistes, des cliniques, des assurances, de l'automobile. Et si on peut retenir une chose sur l'impact business, c'est que 60% des messages qui sont en fait envoyés sont des messages avec des intentions d'achat. On a souvent peur, je pense qu'on est un point de vente, d'ouvrir un nouveau canal. Parce qu'on se dit, ça va être encore des gens qui nous posent des questions sur, je sais pas où en est ma commande, à quelle heure j'ouvre, etc. Sauf qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le canal Google My Business, c'est un canal d'acquisition et c'est donc un canal message qui va apporter des leads et qui va apporter des revenus. Donc ça, c'est, je pense, le gros statement que nous, on a chez Partout. Et c'est exactement ce qu'on voit parce qu'on a analysé des milliers de messages chez nos clients qui l'ont lancé, par exemple Stellantis ou encore King Jouet. Et donc ça, pour l'instant, on le fait à la main, on va l'automatiser. Mais on a tagué, on a dit, voilà, là, c'est quelqu'un qui demande, qui donne un CV pour postuler ou autre. Ouais, on a tout tagué, des milliers de messages. Et à la fin, on s'est dit, OK, il y en a 60% qui sont là pour acheter via les messages. Et donc ça, c'est le futur pour nous. On en a un peu parlé tout à l'heure, je reviens dessus, c'est le point international. Tu nous parlais de l'exemple brésilien notamment. David, toi, tu voulais intervenir sur ce point en particulier ? Oui, tout à fait. C'était, alors, tu as déjà donné des éléments, mais est-ce qu'il y a des pays particulièrement développés ? Tu parlais de l'Inde et du Brésil, qui sont en forte. Et quels sont les autres pays en forte progression dans les usages sur le local ? En fait, je pense que le premier sujet qui est compliqué sur le local, c'est les sujets des adresses. Donc, si on prend un exemple comme le continent africain, on dit toujours il y a beaucoup de mobiles. La vraie problématique qu'il y a, c'est les adresses sont très très peu fiables. Donc typiquement, nous on est en train de déployer des clients partout en Afrique. Et donc ça, c'est une des spécificités régionales, je dirais, de pays auxquels on aurait pensé qu'ils allaient aller s'adapter très rapidement au référencement local. L'Afrique, c'est très difficile. Parce que les adresses sont pas bien positionnées et le cadastre est un peu plus compliqué. Sur d'autres pays comme le Brésil, là c'est le pays des messages. En gros, WhatsApp et le Brésil, c'est une histoire d'amour très forte depuis des années. Donc le référencement local au Brésil, c'est beaucoup la messagerie. Et c'est d'ailleurs, nous on est présent au Brésil, donc on attend, parce qu'on va intégrer WhatsApp. Pour l'instant, on a intégré Facebook et Google dans notre application de messagerie. Il nous reste encore WhatsApp, Instagram, puis ensuite les SMS et pas mal d'autres plateformes. Et de manière générale, l'Amérique latine, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il laisse beaucoup d'avis, il y a beaucoup d'interactions, et ça va continuer comme ça. Et après, nous, on est présent aussi en Arabie Saoudite, où justement, c'est l'État qui va pousser pas mal ces sujets pour accélérer la transition digitale des établissements. Donc, plein de dynamiques mondiales qui sont assez variées. Et je pense que sur le France, il y a un sujet particulier qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est public. Parce que nous, on a été assez déçus de la manière dont l'État a géré la mise en avant des centres de vaccination sur Google. On a proposé plein de fois notre aide. Je pense que les mairies ont un retard assez faramineux sur ces sujets, que ce soit pour les musées, pour la culture, les parcs, etc. Donc, chaque pays a ses enjeux. Mais la France a aussi de beaux challenges à venir sur le sujet du local. Oui, c'est clair. Mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup sur la pratique des Américains aux US sur la partie locale. On a vu Greg Gifford, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un des spécialistes là-bas du local SEO. J'avais trouvé ça assez intéressant pour vous donner une idée du niveau de pratique et des tactiques. C'est qu'il avait partagé un questionnaire de près de 40 questions. On va vous le partager, on va vous mettre le lien. Pour connaître l'environnement direct et l'écosystème des clients de chacun des annonceurs, pour justement affiner un peu les tactiques et notamment de linking. J'avais été assez impressionné par le niveau de précision de ces questions. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de ces fameuses questions ? Je vais en donner quelques-unes parce que c'est 40, c'est un peu long, mais effectivement, c'était du type, au cours des dernières années, avez-vous donné du temps ou de l'argent à des œuvres caritatives ou à des organisations près de chez vous ?
Voilà. Y a-t-il des organismes de bienfaisance, des organisations ou des causes qui vous tiennent vraiment à cœur? Votre conjoint est-il impliqué dans des œuvres caritatives? Vos enfants participent-ils à des organisations ou à des sports locaux, etc., etc. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de réussir. Il y en a des dizaines comme ça. L'idée, c'est finalement de récolter un maximum d'informations pour pouvoir les exploiter et par exemple prévoir des événements physiques en point de vente pour attirer des gens sur place. Voilà, et plus il y a de gens sur place et plus ils reviennent et plus on rank bien en local via la géolocalisation smartphone, c'est ce que nous disait l'ami Greg Gifford. Les liens depuis les sites locaux évidemment qui gravitent autour de ton business dans ta ville vont te permettre de mieux ranker aussi. Voilà, et s'impliquer dans les communautés locales permettra de faire connaître sa marque. Donc les Américains en sont là au niveau de la tactique. Donc en France, Ça serait faisable, ouais, justement. ouais, je suis pas certain. J'ai l'impression que c'est difficilement transposable. Enfin, c'est mon petit point de vue. Un dernier type peut-être de Greg Gifford pendant que j'y suis, c'est qu'il nous avait donné un outil mobile moxie.com et vous permet de simuler. C'est assez simple. Il y en a d'autres. L'apparition de votre business partout dans le monde sur n'importe quel device pour n'importe quelle demande mot-clé, que ce soit en découverte, comme on disait tout à l'heure, marque ou direct. Voilà, c'est très utile pour aiguiser sa pratique du local. Voilà, je ne sais pas si partout propose un simulateur comme ça, si tu veux te mettre en Inde ou si tu veux te mettre à Los Angeles ou je ne sais pas où, en Patagonie. Alors, il y a pas mal d'outils qu'on utilise chez partout. Notamment, il y a PlayPlayer Local SEO que Ok. je peux vous conseiller. Il y a pas mal d'extensions Chrome Ouais, qui permettent de ouais. faire ça. Après, ça se trouve, il y en a. Typiquement, celle que Falcon, dont vous parlez, je pense que c'est des outils qui sont assez top et qui, franchement, moi, j'avais vu les résultats que vous aviez fait sur l'étude pour Total Energy. TTE, ouais. Et c'est assez bluffant comme étude. Moi, je trouve ça vraiment top et donc bravo pour ça. Une autre question, David. Je te laisse gérer aujourd'hui, là. Je vois que tu fais C'est ça ça. bien. Je te laisse poser les questions. Oui, comme on a Thibaut qui est très généreux et bon, je sais que ça approche de la fin, mais je voulais quand même en profiter effectivement voilà, pour poser quelques autres questions. Quelles fonctionnalités actuelles, on va dire, gagnent ta préférence entre toutes? Tu as déjà donné des indices, mais quelle que soit la plateforme locale, Google, Bing, Foursquare, WhatsApp, en France ou ailleurs, est-ce que tu as vu un peu une killer app qui Ouais. sort du lot? En gros, ce qui est en train de se passer, je pense que c'était un des points que je mentionnais au tout début de ce podcast, c'est le fait que les plateformes se rapprochent de l'acte d'achat. Et donc, il y a des actes d'achat qui sont assez forts, comme réserver, par exemple, réserver un hôtel, réserver un médecin ou commander. Hmm. Et en fait, Google est en train de lancer des fonctionnalités aux États-Unis, par exemple, Exact. Reserve with Google. Et Reserve with Google, en fait, c'est pour réserver, par exemple, un docteur ou réserver un hôtel ou réserver un restaurant. Et donc, on voit que Google est en train de se positionner, et je pense que ça va être le cas de toutes les applications locales comme Instagram ou Facebook. Ils vont commencer à aller grappiller des parts de marché sur des acteurs historiques verticaux. Par exemple, TripAdvisor, on voit que c'est un peu en difficulté depuis quelques temps. Le nombre d'avis TripAdvisor suit la même tendance que le nombre d'avis de Yelp, c'est-à-dire la grosse décroissance au profit de Google. Et en train, je pense, d'avoir une nouvelle tendance sur les bookings, sur les Expedia, pour plus les hôtels. Et un dernier qui, à mon avis, est un sujet pour français, et qui est un sujet autour des médecins. La réservation des médecins vient d'apparaître sur Google aux États-Unis, donc ça s'appelle Reserve with Google. Et maintenant, il y a de la téléconsultation disponible par Hangout. Je pense que Doctolib a un enjeu stratégique à moyen terme, de la même manière que Deliveroo pour la commande via Google ou Uber Eats. Donc il y a plein d'acteurs qui sont en train de se faire remettre en question, je pense, dans leur business model, et qui vont devoir se réinventer. La Fourchette en était aussi un bon exemple, parce qu'avant on commandait sur La Fourchette, maintenant on commande via Google et on utilise le moteur de La Fourchette. Sauf que les restaurants, ils prennent 2 € par couvert, alors qu'ils pourraient avoir un outil de réservation directement plus simple et moins cher, qui se pluggerait à Google sans l'audience La Fourchette, qui à mon avis est en baisse.
Une dernière question pour la route ? Allez, vite fait. Mais bon, je pense que Thibaut nous a donné la trajectoire. En fait, quand on t'écoute et quand on écoute tous les spécialistes du local et Google lui-même, on sent vraiment là que y a un intérêt pour la proximité. C'est vers là que tout évolue. Voilà. Et puis, moi, je me rends compte que les marques ont intérêt à envisager Google My Profile comme finalement leur future homepage. C'est un peu l'introduction que faisait Thibaut. Voilà, puisqu'il y a aussi de plus en plus de non-clics. Voilà, et puis quand on voit la cohorte de fonctionnalités, et c'est vrai, Thibaut l'a dit aussi, il y a une vraie accélération depuis la pandémie avec le nombre de fonctionnalités, ne serait-ce que sur My Profile. Voilà, on se rend compte qu'il faut gérer finalement cette partie-là un peu comme son site. Voilà, et son blog comme un support complémentaire. Et bon, je voulais te poser la question, est-ce que tu le vois de cet œil, mais tu y as quand même bien répondu. Ouais, voilà, et puis simplement peut-être quelle est ta position d'expert sur le sujet plus largement, quoi. Bah, en fait, nous, il y a un des sujets qu'on voit, c'est que le trafic des sites internet est en baisse et le trafic de Google et des plateformes est en augmentation. Donc, nous, on appelle ce phénomène la plateformisation. Et si on regarde un peu l'histoire du web, on a vraiment la majorité des sites internet qui ont été créés entre 2000 et 2010. Et aujourd'hui, c'est des sites qui sont très performants, qui ont beaucoup de visibilité, mais on n'est plus dans l'ère de la création des sites internet comme ça l'était au début du web. Et donc, en fait, je pense que c'est à mettre en parallèle du web 1, du web 2 et du web 3. Donc, si on dit le web 1, c'était pour les internautes, c'était lire. Le web 2, c'était lire et écrire. Et le web 3, c'est lire, écrire, posséder. C'est souvent comme ça qu'on définit les évolutions du web. Et lire, c'était quand je faisais des sites internet. Écrire, c'est quand je fais des avis, quand je poste des photos, quand j'envoie des messages. Donc là, on est vraiment dans le web 2. Et web 3, bon, on n'y est pas encore, je pense, en tout cas pas à ce niveau. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire que les entreprises qui ont des points de vente sont encore en train de passer du web 1 au web 2. C'est-à-dire qu'elles ne sont même... vraiment, le passage du web 1 au web 2, c'est clairement le passage des sites internet aux plateformes. Et ça fait 10 ans qu'il y a une transition, et la transition, elle est toujours beaucoup plus rapide du côté des usagers, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va sur carrefour.fr pour trouver un Carrefour autour de chez lui. Et pourtant, la majorité des entreprises ne sont pas encore arrivées à ce Web 2, et je pense que ça, c'est l'enjeu des 10 prochaines années, en tout cas pour les petits commerçants, pour les grands comptes, qui n'utilisent pas, en tout cas qui ne sont pas conseillés par WAM sur la partie, et qui n'utilisent pas partout. Donc, je finirai peut-être par ça. D'accord. Eh bien, merci messieurs pour ce tour d'horizon très complet sur le SEO local. Un merci plus particulier à toi quand même Thibaut pour t'être prêté au jeu, surtout qu'on te libère un petit peu en retard en plus. Donc, pas de problème. Donc grand merci à toi. Et puis merci à vous surtout de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast. Laissez des avis, on en parlait justement. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, il y a les réseaux sociaux également, LinkedIn sur la page de l'agence WAM et sur Twitter @WAMREF et @le WAMcast. Et nous, on se retrouve d'ici un mois pour un nouveau numéro. À bientôt.